difficile dans l'extension, et en particulier pour inaugurer ce nouveau cycle qu'Anastasia regrette de pouvoir vous présenter, mais elle est loin d'ici pour le moment. Elle passe une année de travail philosophique à Turin, donc on n'aura pas beaucoup d'occasion. Je pense que si j'avais pu choisir, je ne sais pas si j'aurais pas aussi préféré me trouver à Turin. Mais donc, je pense que le cycle que j'introduis aujourd'hui et qui s'appelle « Qu'est-ce que la science? Introduction à l'épistémologie » joue pratiquement le rôle d'aboutissement par rapport à une série d'autres sujets qui ont été traités les années précédentes. Pour beaucoup de personnes, en effet, une question comme « Qu'est-ce que la science ?» c'est une question qu'on ne se pose pratiquement pas, qui est de l'ordre de l'évidence, qui fonctionne comme un argument d'autorité, ou qu'on résout simplement en disant quelque chose qui est scientifique, c'est quelque chose qui est avancé par quelqu'un qui a la profession scientifique. Ouais. Donc, je pense que vraiment, si on va au-delà de ce genre de banalité ou de tautologie, au contraire, c'est vraiment une question qui est tout à fait décisive et tout à fait cruciale dans le contexte de l'histoire des idées. Et donc, on va essayer en effet de faire un peu le tour de ce que plusieurs épistémologues ont pu, dans le courant de l'histoire des idées, avancer à ce sujet-là. Alors aujourd'hui, on commence par le début. Et donc, le début, c'est le titre exact qu'on va vous proposer d'écouter aujourd'hui, c'est la naissance de la méthode expérimentale, qui en effet, je pense, est probablement l'élément fondateur par rapport à ce qu'on appelle science en général. Alors moi, je ne serai pas plus long. Je vais céder la parole immédiatement à Marc Parmentier, que certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà peut-être entendu quand il est venu nous parler de Pierre Bayle. Il est philosophe, il vient de Lille, et je pense qu'il est tout à fait compétent pour aborder le problème qu'on va traiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Al-Staki m'a demandé de vous parler de la plus de son. expérimentale. Mettre plus de son. On n'entend pas le Et donc, je la remercie, bien qu'elle ne soit pas là, je la remercie de m'avoir invité, parce que c'est un vrai plaisir. En plus, pour moi, c'est pas trop loin, parce que je peux venir en voiture de Lille. Bon, alors, la méthode expérimentale, ça pose de manière tellement évidente dans tous les domaines, et au-delà même de physique, chimie, biologie, au-delà même dans les sciences humaines, puisque si on va dans une faculté de psychologie, j'imagine que pour être sérieux, il faut pratiquer la psychologie expérimentale, et l'expérience dans d'autres domaines des sciences humaines, la sociologie, etc. Alors ça semble tellement évident qu'on pourrait avoir l'impression qu'elle a toujours existé. Et bon, ce que je vais essayer de faire, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est pas exact, et que donc il y a une émergence, une naissance relativement récente, qui remonte au XVIIe siècle, donc une origine et une naissance relativement récente de cette méthode. Et donc la question qu'on pourrait... Alors qu'est-ce que c'est le contraire? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de science avant, mais bon. La méthode antérieure, elle est bien représentée par exemple Descartes, hein, qui est quand même un grand scientifique, et qui pratique donc ce qu'on appelait la méthode a priori, méthode dogmatique, qui repose uniquement sur le raisonnement, et non seulement un raisonnement scientifique ou mathématique, mais aussi un raisonnement philosophique, et comme on dit, métaphysique, puisque par exemple, si on reprend le principe de la philosophie de Descartes, l'œuvre qui présente l'ensemble de sa physique, et dans lesquelles notamment il explique, il expose quand même presque pour la première fois le principe d'inertie, donc les lois du mouvement. Et alors sur quoi ça repose? Puisque ça ne repose pas sur des faits expérimentaux, ben, on s'aperçoit que pour Descartes, ça repose sur Dieu. Ça repose sur la manière dont Dieu continue en quelque sorte sa création, et donc la manière dont Dieu maintient les lois de conservation dans le domaine de la physique. Alors, bah, écoutez, voilà, si c'est Dieu, c'est quand même un fondement solide. Et on pouvait donc considérer qu'il fallait un fondement aussi solide pour parvenir à une certitude. Et à l'inverse, si on prend un peu le point de vue de Descartes ou d'autres auteurs de cette époque,
tout ce qui relève de l'expérience est particulièrement incertain. Parce que d'un jour à l'autre, on a tous fait l'expérience, si on a un jour dans sa vie fait des TP, le propre des expériences, c'est que ça ne marche jamais. Et donc, d'un jour à l'autre, on peut avoir des résultats différents. Donc, le point de départ, c'est que ce n'était pas du tout absurde de chercher à avoir des résultats scientifiques d'une autre manière que la méthode qui s'impose à nous, qui est la méthode expérimentale. Et inversement, bien sûr, c'est ça un petit peu le fil conducteur de mon exposé, c'est que ça n'est pas du tout évident de faire confiance, de faire une confiance aveugle à la méthode expérimentale. Donc, un souci un peu de paradoxe. Alors, bien sûr, bon, j'ai dit que les exemples que je vais donner commencent essentiellement, enfin, je vais donner 4 exemples, et dont 2 se situent au XVIIe siècle, donc ça ne signifie pas qu'avant, les philosophes ou les savants n'avaient pas fait d'expérience. Il faut bien distinguer le fait de pratiquer des expériences et le fait de rentrer dans une procédure qui est celle de la méthode expérimentale. Dès l'Antiquité, on a des expériences qui sont réalisées. Alors, il y en a une qui est célèbre, c'est une expérience réalisée par Héron d'Alexandrie au 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Néolipile, donc une boule d'éole. Ça ressemble un petit peu à une machine à vapeur. Et, bon, si j'y arrive. Bon, c'est un dessin très, très schématique, mais ça ressemble un peu à une machine à vapeur. Et bien sûr, le but de ça, c'était en fait simplement d'illustrer une théorie. C'était pas une théorie sur l'origine des vents, sur la composition des vents, peu importe, mais donc il y avait des expériences, mais qui n'avaient pas du tout la même fonction, n'avaient pas une fonction de découvrir de nouvelles choses, c'était juste des illustrations de théories déjà constituées. Alors ça, c'est une première catégorie d'expériences qui existe bien avant le XVIIe siècle. Il existe d'autres expériences qui sont des faits remarqués, des faits notoires, des recettes qui réussissent, par exemple des remèdes. C'est pourquoi d'ailleurs on parlait de la médecine empirique depuis l'Antiquité. Les empiristes, c'est au départ des médecins qui pratiquent des techniques sans savoir en rendre raison. Et donc, dans cette catégorie, des faits bruts, en quelque sorte, pas vraiment expliqués, on trouve bien sûr aussi un mélange de faits en quelque sorte réels, de faits miraculeux, imaginaires, surnaturels, et donc tout ce qui relève de l'alchimie rentre dans cette catégorie des observations, en quelque sorte, repérées, connues, mais dont on ne tire pas grand-chose. Et alors, il y a une troisième catégorie d'expériences qui sont pratiquées avant le XVIIe siècle, et là qui se rapproche un peu plus de ce que va devenir la méthode expérimentale. Ce sont les pratiques des artisans qui notamment cherchent par exemple à vérifier la loi, la teneur, la qualité par exemple des métaux, la composition des objets, et donc c'est de là que vient le mot test, puisque test, ça vient de testum en latin, qui veut dire une coupelle d'argile qui était justement utilisée pour faire des manipulations, pour vérifier la qualité, par exemple, de l'or, de l'argent, des métaux précieux. Alors bon, il y a toujours eu des expériences. La question est de savoir il ne suffit pas de faire des expériences, d'accumuler des faits pour rentrer dans ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Vraiment, on distingue les deux. Alors donc, je vais commencer par un auteur qui est cité souvent comme étant un des fondateurs de cette méthode. En effet, la méthode, elle va apparaître dans 2 domaines, sous 2 formes. D'abord, l'observation, une technique d'observation, donc ça va concerner en premier lieu, bien sûr, l'astronomie. Et en second lieu, l'expérimentation, donc là, il s'agira d'outillage, il s'agira de construire des machines pour provoquer des faits nouveaux et pas simplement observer. Donc, Galilée. C'est l'auteur que je vais prendre comme exemple d'émergence de techniques nouvelles d'observation et donc, de ce point de vue, l'émergence d'une nouvelle méthode au XVIIe siècle. Alors, bien sûr, l'autre grand astronome du début du XVIIe siècle, c'est Kepler. Kepler a réalisé des prouesses dans le domaine de l'astronomie. Il a inventé les lois de Kepler, c'est lui qui a découvert que
planète, contrairement à ce que Galilée lui-même croyait, ne circulait pas sur des cercles mais sur des ellipses. Donc c'est un immense symbole. Et toutes les observations qui ont servi à Kepler ont été faites à l'œil nu. Mais pas seulement par Kepler lui-même, par le grand astronome précédent, danois Tycho Brahe, qui a passé sa vie à mettre au point des nouvelles techniques d'observation, mais des techniques d'observation à l'œil nu. Néanmoins, il parvient à une amélioration considérable de la précision des observations, puisque en gros, on passe de 1/2 degré de précision dans la hauteur, par exemple, d'un astre à 2 minutes d'arc, c'est-à-dire un 30e de degré. Donc c'est une amélioration absolument considérable. Et il faut savoir que c'est grâce à cette précision nouvelle, je ne parle pas encore de Galilée, je parle de dates juste antérieures, c'est grâce à cette précision nouvelle des observations à l'œil nu que Kepler, parce qu'il fait une confiance à ces observations très précises de son maître, enfin pas vraiment son maître, Tycho Brahe, c'est grâce à ces observations extrêmement précises que Kepler peut découvrir, peut franchir le pas qui consiste à passer de trajectoire circulaire à une trajectoire elliptique pour, en l'occurrence, l'orbite de Mars, parce qu'il se trouve que l'orbite de Mars est une excentricité un peu plus grande que les autres planètes du système solaire, et donc il fallait que Kepler fasse une confiance totale aux observations de Tycho Brahe pour parvenir à ces découvertes. Mais toutes ces observations reposaient sur des techniques d'observation à l'œil nu. Donc ce n'est pas non plus en quelque sorte indispensable d'avoir une technologie avancée pour faire des découvertes très importantes. Alors donc Tycho Brahe a passé sa vie à mettre au point des instruments. Au départ, il utilise ce qu'on appelle une arbalestrie, un bâton de Jacob, donc c'est une espèce de pied coulissant pour évaluer la hauteur d'un astre. Ensuite, il construit un sextant. Ensuite, il construit un cadran statique, ça je vais vous montrer. D'une circonférence d'un rayon de 2 mètres. Alors, l'image n'est pas très bonne. Bon, aussi, on voit quand même. Si je l'agrandis un petit peu, ça ne va pas être très précis, à mon avis. Bon, je ne sais pas, vous voyez un peu le Tycho Brahe là, qui est allongé sur son arc de cercle. Alors, vous voyez les dimensions, parce qu'on lui avait carrément construit pour lui un observatoire sur une île dédiée entre le Danemark et la Suède. Bon, peu importe pour notre sujet, parce que là, on n'est pas encore dans la méthode expérimentale, puisqu'il s'agit simplement d'observation à l'œil nu. Et néanmoins, Tycho Brahe a une importance considérable dans l'histoire de l'astronomie, et pas seulement pour les observations, aussi parce qu'il fait une découverte, il observe ce qu'on appelle une stella nova, donc une étoile nouvelle qui est apparue brusquement dans les cieux. Alors ça correspond à une supernova dans le vocabulaire contemporain, mais c'était très important parce que ça voulait dire qu'Aristote avait tort, qu'Aristote considérait que les cieux étaient immuables, rien de nouveau pouvait advenir dans le domaine céleste. Et Tycho Brahe découvre que oui, il y a bien un nouvel astre qui apparaît, ce qui est une révolution. Alors, donc, maintenant, j'en viens quand même à Galilée. Alors, pourquoi Galilée va être considéré comme un inventeur dans le domaine de la méthode expérimentale? Parce que lui, justement, va pu pratiquer des observations à l'œil nu. Il va, comme tout le monde le sait, utiliser un instrument nouveau qui va devenir le télescope, une lunette. Et évidemment, c'est ça le point fondamental, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de méthode expérimentale sans technologie. Et c'est à partir du moment où il y a cette collaboration, cette articulation entre science et technologie que la méthode expérimentale se développe, et aussi que la notion même de science change du tout au tout. Alors, Galilée publie, on fait des observations en 1610, un peu avant, au début de 1610, et puis immédiatement, il publie ses résultats très rapidement dans un ouvrage qu'on peut traduire par Le Messager des étoiles, Le Messager céleste, qui paraît très vite, donc en mars 1610, immédiatement après. Et le titre lui-même, évidemment, a un côté grandiloquent. Il s'agit de provoquer un peu un sentiment d'admiration, de sublime, de dévoiler des spectacles nouveaux, de tout ce que lui a vu à travers sa lunette. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a un style littéraire
nouveau qui va apparaître aussi avec cette méthode expérimentale, parce qu'il n'y a pas de méthode expérimentale, il n'y a pas d'expérience à valeur scientifique, s'il n'y a pas en même temps des comptes rendus d'expérience. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'on assiste véritablement à un compte rendu d'expérience, c'est-à-dire qu'au jour le jour, Galilée va décrire relativement nettement ce qu'il a vu. Donc, voilà, il y a la technologie, mais il y a aussi une sorte de technologie littéraire, c'est-à-dire invention d'un style propre à recueillir les expériences, évidemment, à les faire connaître, à les diffuser. Et de façon que ça soit crédible. Alors, quelles sont les observations de Galilée? Je vais parler de deux types d'observations. Il y a les observations sur le relief de la Lune, et ensuite je vais parler des satellites de Jupiter, étant entendu qu'il y a bien d'autres séries d'observations, notamment sur la composition de la Voie lactée, ensuite sur les phases de Vénus, etc. Mais je vais m'attacher simplement à deux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est pas simple dans cette histoire, parce que, donc, dans cet ouvrage, Le Messager céleste, Messager des étoiles, Galilée avance l'idée qu'il y a un relief sur la Lune. Et c'est ce qu'il a vu à travers sa lunette. Mais, alors bien sûr, il faut comprendre l'enjeu extra-scientifique de cette proposition. Ça ne peut pas simplement une découverte qui concerne l'astronomie, ça va bien au-delà. Parce qu'encore une fois, c'est un peu comme la Stella Nova de Tycho Brahe. Dire qu'il y a un relief sur la Lune, c'est contredire frontalement le paradigme, le modèle astronomique en vigueur, enseigné, qui est le modèle aristotélicien, dans lequel justement les cieux sont immuables, les cieux correspondent à des corps parfaits, et il n'est pas question d'imaginer que ces corps puissent avoir un relief accidenté, c'est-à-dire un relief semblable à celui de la Terre, où il y aurait des montagnes et des vallées, parce que ça serait tout à fait contraire à la composition même des astres, qui est la quintessence, enfin, c'est une matière spécifique. Donc ça ne peut pas être soumis aux aléas de la géographie terrestre. Donc, bien sûr, l'enjeu, en fait, pas du tout, enfin, pas seulement scientifique ou pas seulement en astronomie, l'enjeu, il est véritablement de contredire, montrer les failles, mettre en évidence les failles, les lacunes de ce paradigme aristotélicien. Et c'est pourquoi, évidemment, cette découverte ne va pas faire l'unanimité. Et il faut faut se faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire les gens qui ont refusé de croire à ce que disait Galilée, est-ce que c'était des gens étroits d'esprit, limités intellectuellement? Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte où ces découvertes ont été présentées, c'était tout à fait raisonnable de ne pas faire confiance, en quelque sorte, à Galilée et qu'à ce qu'on voyait dans cette espèce d'outil un peu bizarre, qui était une lunette astronomique. Alors, d'autant que voit Galilée? Est-ce qu'il voit un relief? Bien sûr que non, à force. Il ne peut pas avoir un relief sur la Lune, puisque de toute façon, en toute rigueur, on n'en aime pas vraiment un relief sur Terre. Tout le monde sait, enfin en tout cas au XVIIe siècle, qu'on ne voit pas la profondeur, on ne voit pas directement le relief. On voit des traces, des indices, on voit des ondes, des lumières, mais on ne peut pas dire, c'est une question d'actualité, c'est la question de la perception des distances, de la profondeur. Tout le monde sait que c'est très compliqué. Et donc, c'est plutôt un raisonnement qui nous conduit à voir, à dire qu'il y a un relief. Mais ce qu'on voit au sens de simplement des indices strictement visuels, des perceptions strictement visuelles, c'est uniquement des ombres, des couleurs, mais ça n'est pas véritablement le relief. Donc, évidemment, Galilée ne peut pas dire qu'il ait vu le relief de la Lune. Il a vu de l'ombre, il a vu des ombres, de la lumière. Alors, ce qu'il fait, c'est évidemment reproduire, faire le dessin là à gauche de ce qu'il voit. Mais, encore une fois, alors, ce qui est important pour lui, c'est que la ligne de partage de l'ombre et de la lumière ne soit pas, justement, parfaitement régulière, et qu'elle soit au contraire irrégulière, et pour lui, c'est l'indice que, non, il y a des zones sombres dans la partie claire, et des zones claires dans la partie sombre. Ça veut dire qu'il y a des montagnes, il y a des sommets, et il y a des vallées. Il l'interprète comme ça.
Mais il est tout à fait remarquable que le dessin qu'il fait est faux. C'est-à-dire que là, on voit bien, enfin, ça ne correspond pas exactement à ce qui... Le dessin ne correspond pas à l'image qu'on pourrait prendre actuellement de la Lune. Donc, d'une certaine façon, on avait un peu raison de ne pas lui faire complètement confiance. Et puis, il va donc se heurter à des objections et ce qu'on appelle maintenant, ça fait partie du vocabulaire lié à la méthode expérimentale, en latin, hein, des hypothèses ad hoc. Ça n'a rien à voir avec Tatamino, c'est ad hoc, en latin, c'est-à-dire des hypothèses inventées juste pour expliquer un et un seul fait, parce qu'on peut toujours trouver une explication autre que celle qui semble qui soit proposée. Et donc, pour certains, les tâches s'expliquent autrement. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a un relief, ça veut dire par exemple qu'il y a des différences de densité sur la surface de la Lune. Ça peut vouloir dire aussi, même s'il y a un relief, certains vont dire, mais ça n'empêche que la surface de la Lune, l'enveloppe de la Lune est enfermée dans un cristal qui aplanit en quelque sorte toute cette surface. Bon. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a jamais, là on est dans un fait qui ne s'impose pas et qui fait l'objet en réalité d'une interprétation. Je prends l'autre exemple, les satellites de Jupiter. Alors là, on voit bien comment, ce propos qu'on voit bien la naissance du compte-rendu d'expérience. C'est-à-dire qu'au jour le jour, Galilée va rendre compte de ce qu'il a vu ou de ce qu'il n'a pas vu. À partir du 7 janvier, voilà, on a bien ici la reconstitution, donc des dessins qui figurent dans son ouvrage et qu'il a réellement dessinés en temps réel lorsqu'il a fait des observations. Alors, il s'aperçoit le 7 janvier 1610 que, bon, pour la première fois, alors, évidemment par hasard, bien entendu, il ne pouvait pas chercher des satellites de Jupiter, on ne savait pas qu'ils existaient, donc par hasard, il s'aperçoit qu'il y a 3 corps nouveaux, proches de Jupiter, alignés avec Jupiter. Ensuite, bon, vous avez le détail. Alors, il y a une date qui saute, c'est que le 9 janvier, il n'y voit rien du tout parce que le ciel n'est pas assez clair, donc il le dit, vous voyez, il faut tenir compte des ratés quand on fait un compte rendu d'expérience, sinon c'est pas honnête. Bon, etc. Et finalement, il s'aperçoit que ces corps nouveaux autour de Jupiter se déplacent par rapport au Jupiter, alors de temps en temps on en voit 2, de temps en temps on en voit 3, etc. Évidemment, là aussi, il faut faire un raisonnement par analogie, il faut donc interpréter ce qui est vu au sens strict pour en arriver à cette découverte tout à fait extraordinaire, à savoir, ou cette proposition, cette hypothèse tout à fait extraordinaire, à savoir que Jupiter a des satellites. Et encore une fois, c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est complètement antithétique de ce modèle aristotélicien, dans lequel le centre du monde, bien sûr, c'est le géocentrisme, le centre du monde, c'est la Terre, et donc les corps ne peuvent tourner qu'autour d'un seul centre, ils ne peuvent pas tourner autour d'un autre centre. Et donc le fait de dire qu'il y a des corps célestes qui tournent autour d'un autre centre que la Terre détrône complètement la Terre de son rôle de pivot universel de l'ensemble du monde. Donc c'est encore une fois une espèce d'attaque frontale de l'aristotélisme. Et c'est pour ça, évidemment, que ça donne lieu à des polémiques. Et il s'agit de toute façon, à chaque fois, d'un raisonnement par analogie, parce qu'il faut donc raisonner avec la Lune qui est un satellite de la Terre, des corps qui tournent autour de la Terre, pour dire, si on imagine que ces corps tournent autour de Jupiter, ça va correspondre à ce qu'on voit. Et c'est évidemment toujours la convergence par les effets. C'est-à-dire, si on imagine qu'il y a des satellites autour de Jupiter, ça va correspondre à ce qu'on voit, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de l'expliquer. Alors, je voudrais dire maintenant quelques mots sur la lunette elle-même. Parce que c'est ça qui fait franchir le pas. On voit bien, par rapport à Tycho Brahe, c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on a une méthode expérimentale, parce qu'on a un outillage. Et qu'est-ce que c'est que cet outillage? La lunette, elle a été en réalité fabriquée par des artisans hollandais. La nouvelle a circulé un petit peu dans toute l'Europe, donc Galilée entend parler de ça, il s'empare de l'idée, il reconstruit lui-même une lunette, mais le problème, c'est qu'il veut en faire un instrument d'observation scientifique. Et si on se dit, voilà, j'ai trouvé sur le marché une lunette, regardez, j'ai vu des choses, ça ne sera pas sérieux, il ne sera pas crédible. Donc, il va, en quelque sorte, prétendre qu'il est
très vraisemblablement, Galilée n'avait pas cette théorie optique de la réflexion, de la réfraction, d'autant plus que quand il essaye de donner des indications dans le domaine de l'optique, eh bien, il fait référence à des théories complètement fausses, à savoir la théorie du rayon visuel. Ça, c'était des théories qui remontent à l'Antiquité, dans lesquelles on imaginait qu'en réalité, c'est pas la lumière ne venait pas des objets vers les yeux, la lumière partait des yeux vers les objets. C'est la technique, c'est la théorie du rayon visuel. Donc, en réalité, bien sûr, Galilée est obligé de dire qu'il a construit, il n'a pas procédé par tâtonnement, il a construit sa lunette en fonction de principes théoriques, mais ce n'est pas exact. En réalité, il a tout simplement tâtonné, il a déplacé les lentilles, il a vu ce que ça a observé, il a déplacé, il a changé, il a vraiment procédé par tâtonnement. Et par conséquent, encore une fois, les gens qui ont refusé de croire, d'ajouter foi à ces observations, avaient quelques raisons de le faire. Alors, ensuite, il fallait admettre que, d'abord, il faut surtout admettre que dans la lunette, il y a toutes sortes de phénomènes parasites qui se produisent. La lunette telle que Galilée pouvait la construire. Il y a beaucoup d'aberrations, enfin, et donc, il faut en quelque sorte séparer ce qui est des phénomènes parasites optiques et ce qui serait véritablement l'image de la réalité. Donc Galilée le fait, mais sur la base d'une interprétation, et on comprend très bien que certains aient refusé de donner une confiance à cette interprétation. D'autant plus qu'il fallait aussi admettre, franchir le pas entre les observations terrestres et les observations célestes. On pouvait très bien considérer qu'en effet, sur Terre, la lunette produisait un certain nombre d'images, un effet de rapprochement des objets, mais comment savoir qu'elle produisait le même effet lorsque on la tournait vers les cieux? Et donc, pour certains, par exemple, les satellites de Jupiter que Galilée prétend voir, eh bien, ils sont une illusion, simplement une illusion d'optique. Bon, alors, le point essentiel, c'est que, à partir du moment où cette méthode, avec un outillage, va s'imposer, émerger puis s'imposer, c'est l'objet même de la science qui va changer. Parce qu'on ne pourra plus dire que l'objet de la science soit, comme c'était le cas pour tout le monde de manière évidente, la réalité, les objets tels qu'ils sont, dans leur essence, dans leur nature, etc. Ça, c'est une science liée à de la philosophie. Mais l'objet de la science, ça va devenir purement et simplement des phénomènes. Et donc, c'est comme ça que ce qui va constituer une théorie scientifique, ça sera tout simplement rassembler, lier, constituer des lois qui relient des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent. En se coupant de toute recherche de ce que sont réellement les choses telles qu'elles seraient au-delà des phénomènes. Donc ça va être un peu ce qu'on va appeler ensuite, tout au XIXe siècle, le positivisme. Mais le positivisme veut dire qu'en fait, on renonce en quelque sorte à scruter la réalité des choses, et on sait qu'avec des instruments, on ne peut en quelque sorte mettre en évidence que des phénomènes, des apparences, et c'est bien évident avec la lunette. Donc, c'est vraiment l'objet de la science qui change. Ce n'est pas une méthode, en quelque sorte, qui viendrait s'ajouter à d'autres méthodes. Alors, dernier point sur Galilée. Bon, alors, bien sûr, Galilée a fait aussi une œuvre remarquable et considérable de physicien, notamment en trouvant la loi en exposant la loi de la chute des corps, en faisant là aussi des expérimentations avec des plans inclinés. Bon. Mais ce qu'il faut noter aussi, non plus Galilée astronome, mais Galilée physicien, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des expériences qui n'ont jamais eu lieu. Et dans ces textes, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais dans les textes qui exposent les lois du mouvement, la loi de la chute des corps, les arguments en faveur de l'héliocentrisme, Galilée recourt à des expériences qui sont purement et simplement des expériences de pensée. D'abord, en ce qui concerne la loi de la chute des corps, qui
qui part du principe complètement abstrait théorique, alors justement non expérimental, selon lequel tous les corps dans le vide tombent à la même vitesse, bien sûr, il n'y a aucune expérience qui pouvait corroborer ce principe. Alors, il y a une légende qui voudrait que Galilée se soit amusé à faire tomber des objets de la tour de Pise. C'est une légende, parce qu'évidemment, tout le monde sait que s'il l'avait fait, les objets jamais seraient tombés en même temps. Il savait très bien qu'il y avait la résistance de l'air et que les objets de formes différentes, de poids différents, n'avaient strictement aucune chance de tomber en même temps. Il savait très bien que c'était un énoncé purement théorique. Mais si on prend un autre exemple d'expérience, à laquelle il se réfère, lui, Galilée explicitement, c'est l'exemple du mât, enfin, du boulet de canon qui tomberait, qu'on laisserait tomber du haut d'un mât du bateau. Et donc c'est une expérience qui est destinée à faire comprendre ce qui va devenir le principe d'inertie. Alors donc Galilée, dans les dialogues sur les deux principaux systèmes du monde, dit mais voilà, c'est un mouvement, un corps qui est entraîné dans le mouvement de la Terre, bah, de toute façon, il participe en quelque sorte à ce mouvement, et donc on ne le voit pas, se déplacer, parce qu'il participe, l'ensemble des corps liés à la Terre participent au mouvement de la Terre. Et il dit, bah, c'est la même chose, si on est sur un bateau en mouvement, disons régulier, eh bien, et qu'on lâche un boulet du haut d'un mât, alors là j'ai anticipé, c'est évident que le boulet va tomber au pied du mât et pas en arrière. Mais évidemment, cette expérience, c'est une expérience de pensée parce qu'il n'a absolument jamais réalisé. Et c'est seulement bien, un peu plus tard que Gassendi va essayer de la réaliser. Vous imaginez bien que ce sont des expériences qui ne peuvent pas être en quelque sorte probantes. Donc il faut bien comprendre que dans la méthode expérimentale, il y aura une catégorie d'expériences qui sont absolument indispensables et qui ne peuvent pas être autre chose que des expériences de pensée. Alors, je passe maintenant à l'étape suivante, puisque j'ai dit que Galilée correspondait à une première phase de la méthode expérimentale liée à l'observation et aux techniques et aux technologies d'observation. Mais, bien sûr, l'autre phase, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire des productions de faits nouveaux grâce à des machines. Et donc, cet épisode, il se produit dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en Angleterre, et il est lié à la grande question de la pression atmosphérique, des expériences liées à la pression atmosphérique. Donc là, je vous ai mis le baromètre de Torricelli, juste pour vous donner un peu l'origine des expériences sur le vide. Bon, alors, voilà, Torricelli, galiléen, disciple de Galilée, qui, pour résoudre l'énigme des fontainiers qui ne comprennent pas pourquoi, au-delà de certaines profondeurs, on n'arrive pas à faire remonter l'eau, a l'idée de transposer le problème en changeant l'eau en mercure, et du coup, les 10,3 mètres d'eau deviennent 76 cm de mercure, et voilà, on renverse le tube de mercure sur la cuve, et on s'aperçoit que le mercure tombe un peu, et reste toujours à la même hauteur, quelle que soit la longueur du tube, etc. Alors la question, évidemment, c'est, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire dans cette zone AC, parce qu'évidemment, au départ, il y avait du mercure, le mercure est tombé, on sait bien qu'il n'y a pas d'air, parce que si on fait rentrer de l'air, le mercure se répand dans la cuve. Donc qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette zone AC? Alors bien sûr, pour certains, c'est le vide, mais pour d'autres, c'est pas le vide, puisque le vide n'existe pas. Donc il y a un éther, etc. C'est une question très très controversée. Et puis alors surtout, l'autre question, c'est qu'est-ce qui maintient, quelle est la force qui maintient cette colonne de mercure à cette hauteur, hein. Évidemment, pour Torricelli, c'est ce qui va devenir la pression atmosphérique, mais là aussi, c'est une matière à controverse. Alors, Robert Boyle, qui est un noble irlandais extrêmement riche, a l'idée, en quelque sorte, d'une machine, d'un perfectionnement des expériences de Torricelli pour avancer sur cette question de la pression atmosphérique. Alors, dans son vocabulaire, ça ne s'appelle pas la pression atmosphérique, ça s'appelle
le ressort de l'air. Hein. C'est-à-dire l'idée, c'est de l'élasticité de l'air. L'air a tendance à se détendre et donc il exerce une pression, mais parce que c'est un corps en quelque sorte élastique. Alors donc, Robert Boyle va reprendre une idée qui avait été lancée par Otto von Guericke, ingénieur des fortifications, bourgmestre de Magdebourg, copernicien convaincu, qui imagine une espèce de pompe dans laquelle, avec un piston, on parviendrait à raréfier l'air. Et donc, vers les années 1647, il imagine un dispositif permettant de réaliser des expériences sur le vide. Et donc, ce dispositif donne à Robert Boyle, dans les années 1660, l'idée de construire une machine absolument incroyable, qui est la machine pneumatique. La machine, donc, elle se compose d'une espèce de globe, d'une capacité de 30 litres environ, dans laquelle, jointé à un piston, qu'on va essayer de faire descendre le plus possible, difficultueusement, jusqu'à raréfier l'air dans ce globe, de telle façon à produire une sorte de vide relatif. Alors, il fallait qu'il soit très riche, parce que, évidemment, réaliser une telle machine, c'était extraordinairement coûteux. C'est véritablement la technologie de pointe. C'est vraiment le cyclotron du XVIIe siècle, cette machine à vide. Et de toute façon, malheureusement, évidemment, on comprend bien qu'elle ne va pas forcément toujours très bien marcher. Facilement, vous comprenez bien que la région où on va ajointer un piston sur ce globe, il va y avoir des fuites. Et Robert Boyle, qui est un immense savant, un grand chimiste, un grand physicien, va passer une partie de son temps à essayer de fabriquer des cols, des adhésifs, pour essayer de colmater les jointures de sa machine. Mais cette machine fonctionnera de manière un peu aléatoire. Bon. D'autant plus que l'idée, enfin une des grandes idées de Robert Boyle, des expériences qu'on pourrait faire avec cette machine à vide, c'est le tube de Torricelli. Qu'est-ce qui se passe si tout ce tube de Torricelli, le baromètre de Torricelli, si on pouvait le mettre dans le vide, le sortir de la pression atmosphérique? Évidemment, l'hypothèse, c'est que si on plaçait le tube de Torricelli dans le vide, eh bien, le mercure tomberait et se répandrait dans la tube. Et comment placer un tube de 76 cm dans cette machine? Alors, donc, il faut faire un trou, il faut faire un couvercle au-dessus pour pouvoir mettre dans le globe le dispositif de Torricelli. Mais du coup, ce globe, alors, il faut refermer autour, et il faut là aussi mettre un peu d'alcool pour essayer d'éviter les fuites. Enfin, ça devient un système complètement aléatoire. Néanmoins, c'est des étapes essentielles dans la naissance, dans l'émergence de cette méthode, de la méthode expérimentale. Alors donc, en 1660, Robert Boyle, alors vous avez une idée, alors là c'est tous les outils qui étaient utilisés et qu'il fallait essayer de manipuler à l'intérieur du globe. Et donc en 1660, première publication, Robert Boyle va exposer les premières expériences qu'il a faites, et donc l'ouvrage s'appelle « Nouvelles expériences sur le ressort de l'air », puisque c'est comme ça qu'on traduit ce qui va devenir ensuite la pression atmosphérique, le ressort de l'air, spring of air. Alors, quelles sont ces expériences? Oui, alors, en même temps, c'était un peu stratégique de la part de Robert Boyle, parce qu'en parlant de l'élasticité de l'air, le ressort de l'air, c'est l'élasticité de l'air, c'était éviter de prononcer le mot qui fâche, le vide. Pas question de vide, il était question que de l'air, donc on voit bien aussi cette démarche un peu positiviste. La question du vide est évidemment extra-scientifique, des enjeux extra-scientifiques, c'est pas seulement les physiciens qui sont concernés, c'est bien entendu, comme d'habitude, les philosophes, les métaphysiciens, puisque, encore une fois, dans le système, alors c'est pas seulement le système d'Aristote, c'est aussi dans le système de Descartes,
il n'est pas question du vide, c'est épouvantable. Le vide, c'est un repoussoir, parce que c'est lié à quoi? C'est lié à l'atomisme antique, c'est lié à Leucippe, Démocrite, Épicure, Lucrèce, c'est-à-dire des gens qui ont une réputation épouvantable. Donc, le vide, il faut absolument éviter, enfin, pour certains, c'est tout simplement impensable. Alors c'est pour ça qu'à défaut de vide, on va parler d'éther, on va dire, on croit qu'il y a du vide, mais en réalité, il y a quand même une matière très éthérée, avec des propriétés très spéciales. Mais bon, Boyle évite toutes ces querelles, il parle que de l'élasticité de l'air. Bon. Et donc, il va relater une série d'expériences. Alors, quelles sont les expériences? On peut, en gros, il y en a 7 catégories. Elles sont assez... On voit bien qu'il y a un mélange d'expériences qui auront une valeur scientifique et d'expériences qui relèvent plutôt de la curiosité. D'abord, bon, les premières expériences, disons la première catégorie, c'est sur l'élasticité de l'air, et donc l'expérience décisive, c'est la vessie de mouton. Hein, enfin, on comprend que si on met une vessie fermée, vidée, mais en réalité qui contient quand même un peu d'air, donc elle est aplatie à la pression atmosphérique, quand on la place dans le vide relatif dans le globe, on voit qu'elle se gonfle et qu'elle explose. Bon, ça c'est les premiers résultats. Ensuite, alors, l'autre catégorie, c'est tout ce qui concerne le baromètre de Torricelli, qu'on va placer à l'intérieur du globe, et on va s'apercevoir, on va colmater par le dessus, et on va s'apercevoir effectivement que le niveau du mercure baisse à mesure qu'on actionne le piston. Mais il y a un problème, c'est que le résultat est ambigu, puisque on n'arrive jamais à un niveau zéro. Il faudrait arriver à un vide complet, ce qui est complètement irréalisable. Donc vous voyez, selon l'interprétation, on va dire, ah bah si, ça marche, c'est probant, parce que le mercure descend, et puis ça ne marche pas du tout, puisque le mercure n'arrive pas au niveau de la cuve, donc ça ne prouve rien. Vous voyez, il y a tout ce débat sur l'interprétation. Mais là c'est quand même aussi une étape importante, parce que ce qu'observe Boyle, et puis bon, les témoins, c'est que au premier coup de piston, le mercure descend beaucoup. Et ensuite, deuxième coup de piston, il descend, mais un petit peu moins, etc., etc. Alors, je vous passe ces détails, mais ça, c'est la première intuition de PV égale constant. C'est la loi de ce qu'on va appeler la loi de Boyle-Mariotte. Donc, effectivement, il y a d'autres scientifiques qui vont reprendre le flambeau et réaliser d'autres expériences pour vérifier cette loi. Et là, c'est très important, cette loi de Boyle-Mariotte. Alors, pourquoi on ne dit pas tout simplement Boyle? Parce que, indépendamment, Edmé Mariotte en France avait retrouvé cette loi. Bon, donc, pour ne vexer personne, on dit Boyle-Mariotte, je suppose qu'en Angleterre, vous êtes dans Boyle, ou peut-être Mariotte, enfin bon. Peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a là un cas tout à fait nouveau d'une loi, alors véritablement, là on est aux antipodes des lois du mouvement de Descartes, du principe d'inertie, de Galilée. On est dans une loi strictement, purement et simplement empirique. On observe et on obtient une loi. On observe des phénomènes et ça devient une loi. Et donc là, on a un exemple assez nouveau, hein, d'un nouveau type de loi, finalement, scientifique, qu'on peut appeler véritablement une loi empirique. C'est-à-dire qu'elle est née, en quelque sorte, bien sûr, elle ne se résume pas à des expériences, mais telle qu'elle est formulée initialement, elle vient véritablement, elle trouve son origine dans des résultats expérimentaux. Alors bon, je vais aller plus vite sur les... De toute façon, oui, je vais aller plus vite sur les autres catégorie d'expérience. Alors il y a les études de la combustion. Alors là, Paul est très surpris parce qu'il s'attendrait à ce que quand on met une flamme, un corps qui brûle dans le vide, il s'attendrait évidemment à ce qu'elle brûle mieux. Parce que l'éther, c'est propice à la combustion, donc ça s'aperçoit que ça ne brûle pas. Donc là, c'est un fait complètement inexplicable, tout à fait étonnant. Ensuite, il y a des expériences physiologique, on s'amuse à mettre une mouche, une abeille, un papillon, une hirondelle qui a des convulsions, un moineau qui semble mort et après qui semble ressusciter. Vous voyez, vous avez un mélange dans ce texte, je ne vous ai pas montré. Le texte de Boyle, vous avez un mélange des genres, hein, un mélange d'expériences qui ont véritablement une
valeur scientifique et l'expérience plutôt de curiosité. Enfin, vous avez les effets de la basse pression sur les phénomènes physiques. Donc on voit que le fait qu'il y ait du vide, ça n'empêche pas une aiguille aimantée de continuer à se tourner vers le nord, ça n'empêche pas les phénomènes lumineux, on voit ce qui se passe, donc le vide n'empêche pas la propagation de la lumière, etc. Ensuite, sixièmement, il y a le comportement des liquides, on s'aperçoit que l'eau se met à bouillir, et enfin, il y a des expériences diverses sans grand intérêt. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a véritablement une construction des faits expérimentaux. Non seulement parce que ces faits sont produits artificiellement par une machine une machine de pointe, très perfectionnée, mais surtout parce qu'autour, il n'y a pas que la technologie matérielle, il y a aussi, comme on l'a vu déjà avec Galilée, la technologie littéraire qui vise à rendre crédibles, attester, protéger les faits expérimentaux, les rendre crédibles et surtout les diffuser. Donc, il faut adopter un style adéquat qui est en quelque sorte lié à une déontologie de la méthode expérimentale qui consiste par exemple à reconnaître que certaines expériences ne marchent pas ou qu'elles ne donnent pas le résultat attendu, etc. Et puis surtout, il y a la technologie sociale. Alors, il y a des sociologues et des sciences qui ont étudié ce phénomène. Moi, je ne fais que reprendre leurs conclusions. Il ne peut pas y avoir d'expérimentation s'il n'y a pas un laboratoire. Alors, quel est le laboratoire? En l'occurrence, c'est une société, la Royal Society de Londres, qui vient de se créer, qui s'est créée à peu près à la même période, en 1660, et qui est composée d'experts, des témoins, triés sur le volet des hommes à qui on puisse faire confiance, des hommes qui inspirent confiance. Ce n'est pas ouvert au grand public, mais c'est ouvert à des experts, des savants, qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Et de manière crédible, là aussi, parce que ce sont des hommes de bonne réputation et qui peuvent aussi comprendre ce qu'ils ont vu. Alors, c'est très important parce qu'en fait, cette machine, elle est unique en son genre. Alors, bien sûr, Boyle essaye de faire des schémas, il fait des schémas très compliqués, il publie des gravures pour essayer d'expliquer le mode d'emploi, enfin, le mode de construction, les plans de sa machine. Mais néanmoins, évidemment, en dehors de lui-même, ça sera très difficile de reconstruire une machine ailleurs. Et donc, l'effet qu'il produit grâce à sa machine, en fait, ne sont pas reproductibles. Bien sûr, parce qu'une expérience, idéalement, elle doit être reproductible pour avoir une valeur scientifique. Mais historiquement, c'est complètement faux. Donc, il faut suppléer à ça par des témoins qui peuvent dire, mais oui, mais j'étais là, j'ai vu, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ces témoins ne peuvent pas, c'est pas du tout démocratique. Hein. Il faut que ce soit des gens, en quelque sorte, dignes de foi. Donc vous avez derrière toute cette logique, toute une logique des témoignages qui sont indispensables, en quelque sorte, pour créer, enfin, protéger, encore une fois, les faits expérimentaux. Presque un principe d'autorité. Alors d'autant plus que la Royal Society, du coup, va se servir de ça comme étant simplement vitrine, hein, contribue à son prestige, et donc c'est un moyen d'avoir aussi du crédit en tant qu'institution. Je n'ai pas parlé beaucoup des institutions, mais il n'y a pas une méthode expérimentale s'il n'y a pas des institutions protégeant cette méthode. Alors, donc, maintenant, je vais passer, rapidement, changer un peu de siècle, parce que là, on a parlé évidemment de l'astronomie, on a parlé de la physique. L'étape suivante, c'est la physiologie. La biologie, ce qui va devenir la biologie, mais les sciences naturelles, disons la science du vivant, parce que le mot biologie, évidemment, au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, n'est pas inventé. Donc c'est un anachronisme de parler de biologie. Mais ça, c'est quand même une étape extraordinairement importante. C'est-à-dire à partir de comment est-ce qu'on va pouvoir soumettre la matière vivante à la même méthode. D'abord, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit Alors évidemment,
le nom qui est attaché à cette extension de la méthode expérimentale dans le domaine de la médecine, dans le phénomène du vivant, c'est Claude Bernard. Donc, milieu du 19e. Mais quand même, il faudrait dire un mot de Diderot. Parce que, vous voyez, un peu comme un relais. Parce que Diderot, donc milieu, je ne donne pas de date précise, enfin, en l'occurrence c'est plutôt 1753. Bon. Diderot écrit un ouvrage qui s'appelle Pensée sur l'interprétation de la nature, qui théorise, fait un peu la théorie de cette méthode, du rôle respectif des différents éléments de la méthode expérimentale appliquée au vivant. Alors bien sûr, lui, c'est pas un scientifique, enfin c'est un scientifique, grande culture scientifique bien entendu, mais il ne pratique pas d'expérience, il ne va pas faire de découverte, mais il fait, d'un point de vue philosophique, de manière assez remarquable, il fait un peu la théorie de la méthode expérimentale appliquée au vivant, et c'est tout à fait étonnant de retrouver des choses analogues un siècle plus tard chez Claude Bernard. Ce qui est tout à fait l'idée principale. D'ailleurs, l'idée principale, elle est dans le titre, parce que l'ouvrage de Diderot, donc, s'appelle Pensée sur l'interprétation de la nature. Et donc, l'idée principale, c'est que les faits, d'abord, les faits bruts, ça n'existe pas. Et que, il y a des gens qui passent leur vie à recueillir des faits, à faire des expériences, à faire des observations. Il appelle ça les manouvriers de l'expérience. Et à quoi ça sert? Accumuler des faits sans théorie, sans ce qu'il va appeler une hypothèse, ça ne sert à rien. Et ça n'a rien à voir avec la méthode expérimentale. Donc, les faits auront une valeur lorsqu'ils pourront être interprétés, ce qui est bien la preuve que les faits ne s'imposent jamais une sorte de même. Alors, ce qui est amusant, alors donc, finalement, Diderot, milieu du XVIIIe, fixe exactement la notion d'hypothèse, le sens de la notion cruciale d'hypothèse dans la méthode expérimentale. Et donc, il explique qu'il doit y avoir un aller-retour entre ce qu'il appelle les sens, c'est-à-dire les observations, donc liées aux expériences, et ce qu'il appelle la réflexion. Il dit, la démarche scientifique consiste à revenir des sens à la réflexion, et de la réflexion au sens, rentrer en soi et sortir de soi, et le résultat de cette réflexion, évidemment, c'est une hypothèse qui doit être vérifiée, mais si on n'a rien à vérifier, c'est pas la peine de faire des expériences. Bon, je ne développe pas ce point, alors on pourrait dire aussi de manière, comme va le faire Claude Bernard un siècle plus tard, du coup, Diderot note le rôle du hasard. D'ailleurs, le rôle du hasard, on l'a déjà noté avec Galilée, mais le rôle du hasard est en quelque sorte incontournable. Il dit, ben voilà, alors, c'est la pensée de 16, il faut cependant avouer que parmi ces manouvriers d'expérience, des gens des savants qui passent leur vie à observer, alors surtout dans le domaine des sciences naturelles, il y avait de quoi faire, il y en a de bien malheureux. L'un emploiera toute sa vie à observer des insectes et ne verra rien de nouveau. Un autre jettera sur eux un coup d'œil en passant et apercevra un polype ou un puceron hermaphrodite. Donc en fait une singularité, quelque chose qui va révolutionner complètement la théorie du vivant. Enfin, Diderot donc définit vraiment tout à fait clairement le protocole de la méthode expérimentale dans un domaine où elle commence juste à s'appliquer, à savoir l'étude, les sciences naturelles, l'étude des plantes, des insectes, des animaux, etc. Et pour lui, évidemment, c'est un moyen de contrer le prestige exorbitant des mathématiques et de la physique. Il ne croit pas trop au développement des mathématiques, Diderot, et il croit que les
on va enfin commencer à s'intéresser à des choses importantes. Parce que le problème qui préoccupe naturellement, c'est aussi un problème philosophique, c'est-à-dire comment on passe de la matière inerte à la matière vivante. Et c'est là où il faut accumuler des connaissances pour expliquer comment on peut avoir une continuité de cette chaîne des êtres et comment on peut être matérialiste. Bon, donc je passe à Claude Bernard qui, lui, véritablement, va être officiellement le promoteur de la méthode expérimentale dans le domaine de la médecine, enfin plus exactement de la physiologie. Et alors, cet ouvrage, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, ça va véritablement être le manuel standard, enfin c'est le manuel standard qui expose toutes les relations entre les différentes composantes de la méthode. Alors, la Bible, de ceux qui n'ont pas de Bible, un équivalent du discours de la méthode, enfin, le prestige de Claude Bernard est de toute façon immense. Mais alors, je vais quand même en profiter pour dire que Claude Bernard, enfin, dans cet ouvrage, il évoque un point qui concerne la morale, à travers la question de la vivisection. Donc c'est un peu la face cachée de la méthode expérimentale. Alors, bon, donc, 2 points, les rapports entre théorie et expérience, et ensuite la question de la vivisection. Donc pour lui, le but de la science, c'est de découvrir les lois des phénomènes. Mais pour lui, Claude Bernard, ces lois, elles sont des lois déterministes. Une cause étant donnée, s'ensuit un effet. Donc, on sort en quelque sorte de l'aléa de la médecine, de la clinique. Il s'agit d'étudier des phénomènes en quelque sorte constants, permanents, déterministes, qui sont ceux de la physiologie. Donc la médecine, elle ne se fait plus dans les hôpitaux, elle se fait dans le laboratoire. Mais ce principe déterministe, est-ce qu'il le déduit de l'expérience? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est le cadre dans lequel les expériences vont pouvoir prendre un sens. Mais bien entendu, ce cadre, il n'est pas livré par l'expérience, c'est en quelque sorte un cadre a priori. Donc on voit bien évidemment qu'on n'a pas supprimé tous les éléments a priori dans la méthode expérimentale. Les faits, alors comme pour Diderot, les faits pris en eux-mêmes n'instruisent pas. Il ne faut pas se contenter d'accumuler des faits bruts. L'expérimentateur qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve. Alors ça, c'est des formules extraordinaires, tout à fait brillantes, qu'on trouve dans Claude Bernard, qui ont fait aussi le succès de cet ouvrage, parce qu'il y a vraiment des formules comme ça qui sont lumineuses. Bon, alors, Claude Bernard, alors on est dans le siècle de la thermodynamique. Donc, Claude Bernard va établir une espèce de cycle. Bien sûr, il n'y a rien à voir avec la thermodynamique, mais c'est une comparaison, parce qu'on aime bien les cycles en thermodynamique. Alors là, il y a une sorte de cycle qui permet le progrès scientifique. Alors ce cycle comprend 3 temps, une sorte de moteur à 3 temps. Vous avez l'observation, la théorie, l'expérimentation, mais l'expérimentation renvoie au point de départ, c'est-à-dire à l'observation. Alors je m'explique. L'idée, évidemment, c'est que les faits bruts n'ont aucune signification. Donc il faut avoir une théorie à vérifier pour construire une expérimentation adéquate et pour, justement, contrôler. C'est mieux que vérifier, parce que vérifier, ça voudrait dire étymologiquement rendre vrai. Et ça, on sait bien que c'est pas possible. Une expérience ne peut jamais rendre vrai une théorie. Mais en tout cas, contrôler. Alors donc, il faut déjà avoir la théorie. Donc, la théorie va donner l'idée d'une expérimentation, l'expérimentation va contrôler la théorie. Mais, l'expérimentation va en quelque sorte, il y a en quelque sorte des avantages collatéraux. C'est-à-dire qu'au-delà de son rôle de contrôle de la théorie qui avait déjà été formulée, l'expérimentation va peut-être faire jaillir des faits nouveaux, inattendus, et donc va réamorcer le cycle. Elle va donner lieu à des nouvelles observations. Les observations vont donner lieu à des hypothèses théoriques. Les hypothèses théoriques vont donner l'idée d'expérimentation pour les contrôler, ainsi de suite. On voit bien qu'il y a l'idée d'une espèce de cycle qui parcourt les 3 temps, observation, théorie, expérimentation. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est le vocabulaire de Claude Bernard. Parce que, d'où vient la théorie? Bien sûr, la théorie ne découle pas mécaniquement des observations. La théorie repose sur ce qu'il appelle les idées a priori.
rationnel. Ah non, il admet que c'est la pratique de la théorie. C'est la pratique de la méthode expérimentale. C'est la pratique de celui qui a passé sa vie dans un laboratoire qui va le mettre sur la voie d'une idée théorique pertinente à partir d'une observation qui peut éventuellement être assez éloignée. Donc, en quelque sorte, c'est un raisonnement inconscient, ou alors c'est ce qu'il appelle le sentiment, une sorte d'instinct qui va conduire un savant vers les bonnes idées théoriques. Mais ça n'est pas quelque chose qui découle directement ni des expériences, ni des observations. C'est un élément tout à fait autre. Et on voit bien comment on va se mettre en place cette espèce d'équilibre entre la théorie, l'expérience, la théorie, l'expérience. Mais il y a un élément presque irrationnel qui intervient là-dedans. Comment on fait pour avoir la bonne idée théorique, M. Claude Bernard? Ça, on ne peut pas l'expliquer. D'autant que c'est complètement un peu paradoxal cet ouvrage, puisqu'évidemment il écrit après avoir lui-même fait des grandes découvertes. Alors que, bien sûr, dans l'ouvrage, il commence par présenter la méthode qu'il faut appliquer pour faire des découvertes, et après, il présente les découvertes qu'il a faites comme étant des applications de cette méthode. Expérimentement, c'est complètement faux. Il a bien entendu commencé par faire des découvertes, et après, il a compris comment il fallait faire pour faire des découvertes. Vous voyez quoi? Bon, donc ça, c'est quelque sorte de caractère fatalement inutile de toutes les méthodologies. Bon. Évidemment, comme Diderot, il va repérer lui aussi qu'il y a un élément de hasard qui est souvent à l'origine de grandes découvertes. Et lui-même en a fait, si j'ose dire, l'expérience, puisque un jour dans son laboratoire, on avait rapporté, je ne sais pas pourquoi, des lapins qui venaient du marché, et puis qu'il a laissé traîner, il s'en est pas occupé tout de suite, et puis il s'est aperçu au bout d'un moment que les lapins avaient fait pipi, mais que l'urine des lapins qui avaient jeûné, du coup, pendant un certain temps, elle ne ressemblait pas du tout à l'urine trouble des lapins ordinaires, c'était de l'urine claire. Et donc, voilà, il faut savoir observer déjà. Ça, il faut savoir remarquer des choses. Ça, c'est le premier talent du scientifique. Et à partir de là, il se dit, tiens, c'est curieux parce qu'en fait, l'urine des lapins herbivores, normalement, ressemble à l'urine des animaux carnivores. Donc, en fait, quand ils ne mangent pas de l'herbe ou ne mangent pas leur nourriture habituelle, des lapins deviennent carnivores. Donc, il fait tout un raisonnement par analogie. Puis, du coup, on a l'idée d'autopsier les lapins, évidemment, qui, dans l'intervalle, sont morts. Donc les autopsies, il s'aperçoit, il fait la comparaison du coup entre du tube digestif d'un chien et d'un lapin, et il s'aperçoit comme ça de la fonction du pancréas dans la digestion. Alors, je ne vais pas dans les détails, de toute façon je ne serai pas vraiment capable de les exposer, mais enfin voilà, c'est un exemple qui montre le rôle du hasard. Parce que, vous voyez, il s'est trouvé qu'il a observé par hasard de l'urine anormale des lapins qui venaient du marché, qui avaient jeûné pendant un certain temps. Bon. Alors, dernier point, la face cachée. Enfin, la face cachée, si on peut dire, parce que justement, le grand mérite de Claude Bernard, dans un sens, c'est d'affronter le problème. Là, j'ai dit que ces pauvres lapins, non seulement on les a fait jeûner, puis après, de toute façon, ils sont morts, on les a autopsiés. Alors, comme on le voit sur ce tableau très célèbre, Claude Bernard était un grand... était très habile dans les expériences sur les animaux, y compris sur les animaux vivants. Et donc, le mérite de l'ouvrage, c'est quand même d'affronter la question de la vivisection. Est-ce qu'on a le droit de faire des expériences sur des animaux et éventuellement vivants? Alors là, je vais quand même vous mentionner les arguments qui sont donnés. D'abord, le cadre, enfin le vocabulaire. Alors c'est un peu un héritage des animaux-machines de Descartes. Principe scientifique de la vivisection, dit-il, est d'ailleurs facile à saisir. Il s'agit toujours de séparer ou de modifier certaines parties de la machine vivante, afin de les étudier
et de juger ainsi de leur usage. Vous voyez, vous avez une espèce de réminiscence de ce vieux modèle cartésien abominable, dit la théorie des animaux-machines, au terme de ce modèle dans lequel les animaux n'ont pas d'âme, les animaux ne sortent pas, les animaux ne souffrent pas, etc. Et donc là, on est espèce de, pour la circonstance, finalement, les animaux, c'est des machines. Bon, alors quels sont les arguments? Alors, premier argument, il y en a beaucoup, hein. Vous allez vite. Analogie entre la matière vivante et la matière inerte. On fait des expériences sur la matière inerte, en physique, en chimie, c'est habituel, donc on peut en faire sur la matière vivante. Alors ça, c'est pas très valable parce que, justement, tout l'objet de son ouvrage, c'est de montrer la spécificité de la méthode quand on l'applique dans le domaine physiologique, dans le domaine de ce qui va devenir ensuite la biologie. Bon. Argument numéro 2, nécessité fait loi. Il faut de toute façon progresser, on n'a pas le choix, donc puisqu'on a le devoir, eh bien on a le droit. On a le devoir de faire progresser la science, donc on a le droit. Il est essentiellement moral de faire sur un animal des expériences, quoique douloureuses et dangereuses, pour lui, dès qu'elles peuvent être utiles à l'homme. Et puis évidemment, il y a ce qu'on appelle le spécisme, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, l'homme, il a priorité, c'est écrit dans la Bible, il a le droit d'utiliser les. Alors, argument 3. Argument historique, de toute façon, on a toujours fait des expériences sur le vif depuis l'Antiquité. Ça a toujours été comme ça. Donc, argument 4. Argument d'autorité. Galien, grand Galien, était connu pour être un grand vivisecteur, et par conséquent, si Galien le faisait, eh ben, on a le droit de le faire. On peut considérer Galien comme le fondateur des vivisections sur les animaux. Il a situé ses expériences en particulier sur des singes, sur des porcs, il décrivit les instruments, etc. Donc, argument d'autorité, qui n'a rien à voir avec la méthode expérimentale. Non. Argument d'autorité. Ensuite, argument numéro 5, la normalité, c'est banal, tout le monde le fait. C'est un procédé habituel. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'était une question délicate et douloureuse pour Claude Bernard lui-même, parce que sa femme, qui était, je crois, une grande chrétienne, n'était pas du tout d'accord avec ses méthodes, et il y a eu sans doute des problèmes conjugaux liés à ça. Mais ça, je m'avance parce que j'ai lu ça quelque part, mais je n'ai pas fait l'effort de vérifier. En tout cas, argument numéro 6, refuser la vivisection, c'est sombrer dans la superstition, dans l'obscurantisme. Les préjugés qui sont attachés au respect des cadavres, alors là aussi, analogie, les préjugés liés au respect des cadavres ont arrêté, ont retardé les progrès de l'anatomie, et donc si vous refusez les expérimentations, c'est parce que vous n'êtes pas véritablement scientifique. Argument numéro 7, alors ça c'est un argument pertinent, mais aussi parce qu'on peut l'inverser, on mange bien les animaux. On s'en sert pour l'alimentation, alors si on les tue pour les manger, on peut tout aussi bien les utiliser pour expérimenter. C'est un argument solide, mais on peut l'inverser. Bon, enfin, et finalement, Claude Bernard refuse d'entrer. Alors c'est un peu de la... C'est amusant parce qu'en même temps, il développe vraiment ce point. Et il dit, mais de toute façon, les questions morales, les questions d'éthique, ça ne concerne pas la science. D'après ce qui précède, nous considérons comme oiseuses, absurdes, toutes les discussions sur les vivisections. Voilà, comme si on pouvait séparer les domaines. Oui, les questions de la méthode expérimentale, ça concerne la science, ça concerne les progrès de la science, et comme si on pouvait mettre entre parenthèses ou ignorer les questions éthiques, les questions morales. Comme si on pouvait faire une espèce de positivisme qui préserve en quelque sorte le domaine de la recherche, le domaine de la philosophie. Parce que là, on revient à la philosophie, on revient à un lien indissociable avec la philosophie, sauf que c'est plus la métaphysique, ça devient de l'éthique. Mais ce qui est clair, c'est que justement, eh bien, on ne peut pas isoler des ingrédients qui seraient strictement scientifiques d'enjeux. Alors on a vu déjà à l'époque de Galilée, du XVIIe, les expériences de Galilée ont une finalité extra-scientifique. C'est vraiment aller à l'encontre du système du monde régnant et de la philosophie régnante. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a toujours des enjeux extra-scientifiques. Et là, Claude Bernard, jusqu'à nos jours, c'est cette question d'espèce de domaines séparés
parce qu'on a une méthode qui s'appuie sur les faits, donc des interprétations incontestables. Les faits, de toute façon, ils n'existent jamais en eux-mêmes, ce sont toujours des faits construits, ce sont des faits qui donnent lieu à des interprétations, tout le monde reconnaît ça. Et d'autre part, on ne peut pas isoler des faits de la théorie, ça c'est évident, et on ne peut pas non plus isoler une espèce de procédure neutre, propre, objective, purement scientifique, d'enjeux qui sont des enjeux extra-scientifiques. Merci. Alors, je zoome un tout petit peu ici. Voilà, pour la suite. Et je distribue la parole pour les questions. En commençant quand même par remercier le formateur. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. J'ai tendance. Merci pour votre exposé, monsieur, mais je m'étonne un peu qu'il n'y ait pas fait mention de Kant au point de vue de cette nouvelle méthode d'expérimentation, de raisonnement scientifique, expérimental, si je puis dire. Voilà. Oui. Alors, si le texte le plus connu de Kant, c'est qui porte sur le sujet, c'est la seconde préface à la critique de la raison pure. Et justement, Kant mentionne ces grands savants qui ont fait progresser la méthode expérimentale. Alors, il dit Kant et Ritchie. Quand Galilée fit rouler sur des plans dont il connaissait à l'avance l'inclinaison, Kant Stahl, Kant Torricelli, etc. Et ce qu'il veut, bien sûr, Kant a raison, c'est-à-dire il met en évidence le fait que c'est la théorie qui est première dans la méthode expérimentale. C'est la raison qui est première. Galilée construit un dispositif expérimental parce qu'il sait à l'avance ce qu'il va trouver. D'ailleurs, Claude Bernard aussi, puisqu'il dit des anticipations, il parle d'anticipation. L'hypothèse, c'est une anticipation sur le résultat. Donc, vous avez cette grande tradition qui va dire, bon, il faut qu'il y ait du mal la raison dans notre mal l'expérience, mais au bout du compte, disons que la raison, elle est plutôt dans la main droite, quoi. Parce que c'est quand même la raison qui commande. Ça, c'est la version de Kant. Maintenant, c'est la version officielle. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a quand même le hasard qui joue son rôle. Après, on voit la PV égale constante. Il y a aussi des lois qui ne sont pas inspirées a priori par la théorie ou par la raison. Il y a quand même des lois empiriques qui émergent des observations. Donc, la version de Kant est vraiment une version qui donne la part belle à la théorie, à la raison, etc. Puisque de toute façon, pour Kant, déjà, le principe de causalité, il n'existe pas dans les faits. C'est la raison humaine, c'est le concept a priori d'entendement, c'est l'entendement qui impose en quelque sorte sa grille de lecture au fait. Ouais. Est-ce que le concept d'expérience, théorie de l'expérience, n'est pas un peu discrédité avec les découvertes récentes de la physique atomique et de la mécanique quantique, où finalement on ne sait plus faire la distinction entre l'observateur et l'observé, et que l'observateur lui-même influe sur ce qui est observé par le simple fait qu'il observe. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de ce couple qui a priori est assez évident entre l'observateur et l'observé, comment on pouvait le faire avant? Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être surtout dans le domaine des sciences humaines que le problème se pose. Par exemple, un ethnologue, comment ne pas être influencé par observer des faits relatifs aux pratiques, aux cultures. Il y a beaucoup de mal à faire abstraction
son propre point de vue. Donc, peut-être surtout dans le domaine des sciences humaines. Parce que je n'ai pas parlé du tout des sciences humaines, mais c'est sans doute là où bon, il s'agit d'apporter dans les sciences molles des éléments des sciences dures pour les durcir. Mais est-ce que c'est sérieux de prétendre faire des expériences dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la sociologie? Est-ce que c'est vraiment, on est sûr que ça soit la bonne méthode? Je pense que c'est là où effectivement il est tout à fait difficile de séparer l'observateur, faire abstraction en quelque sorte du biais introduit par l'observateur. Maintenant, d'un autre côté, bon, il me semble qu'effectivement le prestige de la méthode expérimentale marque un peu le pas au début du XXe siècle, parce que c'est clair que les grandes avancées de la physique sont des avancées théoriques qui... J'ai envie de répondre. Ah mais allez-y. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord sur la partie de votre intervention sur la difficulté de faire ça en sciences humaines, mais moi j'enseigne la mécanique quantique et je commence par passer 20 heures à montrer aux étudiants à quel point la physique classique était dans une impasse, mais dans une impasse face à une série d'expériences. Oui, bien sûr. Donc la création de la mécanique quantique au départ et de la relativité, d'ailleurs la relativité c'est un peu moins clair, mais pour la mécanique quantique, c'est vraiment, on est face à des impasses avec des vraies expériences faites dans des labos. On peut les citer, hein, le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique, enfin, et c'est vraiment toute une série d'expériences les unes derrière les autres qui ont complètement disqualifié, non pas la méthode expérimentale, mais les théories qui avaient cours auparavant. Et donc, une fois que ces théories-là ont été disqualifiées, à ce moment-là, on s'est retrouvé devant une période historique extraordinaire où effectivement, il y avait la possibilité d'imaginer des théories construites tout à fait autrement, et ça a ouvert un champ extraordinaire aux nouvelles théories. Mais moi, mon sentiment, c'est que c'est un des plus beaux exemples dans lesquels vraiment le dialogue qui va de la théorie vers l'expérience et retour vers la théorie est tout à fait d'application. Donc, cette idée que la mécanique quantique disqualifie l'expérimentation, c'est une énorme bêtise à mon avis. Enfin, je pense vraiment. Alors, je dis toujours, en fait, cette idée de l'intervention de l'observateur, je m'excuse, je suis peut-être un peu long, mais cette idée de l'intervention de l'observateur, en fait, même dans les sciences physiques, elle n'est pas spécialement spécifique au domaine quantique. Hein. En fait, typiquement, par exemple, dans les exemples qui ont été donnés, quand on fait des mesures de température, les mesures de température sont des mesures d'équilibre. Par définition, la température est un concept qui ne définit que pour un système en équilibre. Si vous essayez de définir la température dans un système qui est en déséquilibre, c'est un concept qui n'a pas beaucoup de sens. Ok, si votre système est très grand, vous pouvez en effet mesurer la température. Mais si votre système est tout petit, l'introduction de n'importe quel thermomètre va effectivement bousculer l'équilibre à un point tel que ce que vous l'avez mesuré n'aura plus grand-chose à voir avec ce que vous voulez vérifier. Et ça n'a rien à voir avec les théories quantiques, c'est juste simplement l'idée que l'appareil de mesure perturbe l'état du système que vous êtes censé étudier. Oui. Je m'excuse d'avoir... Non, mais au contraire. Sinon, je peux quand même passer la parole à quelqu'un d'autre. J'ai coupé tout le monde, c'est ça? Tout d'abord, merci pour votre exposé qui était très riche et intéressant. Je voulais vous demander si vous pensez par rapport à Galilée ou par rapport à Boyle, si il y avait un contexte, je dirais, politique. J'ai l'impression en tout cas que Galilée et Boyle, c'est deux contextes extrêmement différents sur le plan politique, mais qui ont permis l'émergence de la méthode expérimentale. Est-ce que ça se fait, parce que j'imagine que ça se fait dans un cadre sociétal et oui, alors moi la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que Galilée a dédié les satellites de Jupiter au Médicis. Hein, il appelait ça les satellites médicéens. Enfin, et donc, évidemment, lui, ce qu'il voulait, c'était quand même défendre l'idée peut-être d'un progressif,
de gens progressistes qui aillent au-delà des carcans, parce que les carcans politiques et les carcans idéologiques vont de soi. Mais bon, il voulait aussi faire carrière, quoi. Maintenant, au niveau de Boyle, c'est sans doute beaucoup plus vrai, parce que la Royal Society, c'est vraiment une institution, et comme j'ai dit, enfin, je n'ai pas donné d'exemple, mais enfin, seulement cet exemple, il n'y a pas de démarche de cette nature sans voilà, une structure institutionnelle. Il y a des enjeux très, très politiques, parce que la Royal Society avait obtenu des privilèges vis-à-vis de l'autorité royale en Angleterre. Et donc, elle était jalouse de ces privilèges. Il fallait une certaine indépendance pour faire des recherches. Indépendance, par exemple, au niveau de la possibilité de publier librement, sans forcément devoir avoir l'imprimatur royale, etc. Donc, Boyle et la machine de Boyle a servi beaucoup l'institution de la Royal Society pour défendre ses prérogatives vis-à-vis, pour évidemment préserver une certaine indépendance. Alors ça c'est certain qu'au niveau de Boyle, il y a des enjeux politiques tout à fait importants. Et alors peut-être, bon après, il faudrait voir, parce qu'il y a eu des adversaires, Boyle, notamment Hobbes, je ne l'ai pas dit, mais le grand philosophe Thomas Hobbes, lui, il a été un monarchiste, un absolutiste, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'un esprit progressiste, encore une fois, contre un esprit ancien de représentant défenseur d'une espèce de monarchie? Là, je ne suis pas de connaissances particulières, mais on ne peut pas, c'est évident, hein, qu'il n'y a pas de... On ne peut pas isoler comme ça un domaine à part. Alors les enjeux sociaux sont considérables. Bien sûr, c'est pour ça que l'approche sociologique est très pertinente, sur toutes ces étapes. Hein, bien sûr. Et puis quand on pense à l'inversement, Claude Bernard, le rôle de Claude Bernard, même du point de vue du nationalisme, hein, enfin, il s'agit de défendre aussi le prestige de grands savants, etc. Donc il y a des enjeux politiques aussi au niveau des prestiges des différents pays à travers tout ça. Hein, oui. Parce que je m'apprête à transmettre le micro. J'ai envie de poser aussi une ou deux questions, une question en tout cas, à propos de Galilée. Donc, deux choses. Revenir sur Galilée, d'une part, son argument sur la chute et le déplacement, il ne le présente pas comme une expérience. Hein. C'est dans le discours sur les deux systèmes du monde, il parle d'une tour, il parle d'un bateau. Il reparle après d'un bateau, mais il fait d'abord l'argument à propos de la tour. Et là, évidemment, il y a un argument que je pense quantitativement très très fort. En fait, après, au XIXe siècle, il y a eu des expériences qui ont été refaites, sans résultat décisif d'ailleurs, mais où là, toute la mécanique était effectivement bien sur ses deux pieds. Et donc, ce qu'on essayait de mettre en évidence, c'est une toute petite modification à la version initiale de Galilée qui est liée à une accélération de Coriolis, quelque chose comme ça. Par contre, si on prend l'argument de Galilée initial, quand il le cite la première fois sur la tour, en fait, si on se dit que la chute dure 3 secondes, en fait, le déplacement du point d'impact, il devrait être de 500 mètres. Oui. Ça, je trouve quantitativement, c'est un argument extrêmement puissant. Enfin, je veux dire, mais en effet, ce n'est pas un argument expérimental. Hein, donc, c'est un argument de calcul. Quoi. Mais par contre, je me pose quand même une autre question sur une Et si je peux me permettre, oui. si mes souvenirs sont exacts, justement, il va faire l'analogie entre un objet qu'on laisserait tomber du haut d'une tour et un objet qu'on laisserait tomber du haut d'un mât. Oui, c'est ça. Hein? Parce que l'argument, enfin les adversaires de Copernic, donc, diraient, mais si la Terre est en mouvement, si la Terre tourne, à partir du moment où un objet, comme un boulet de canon, enfin, peu importe, n'est plus physiquement lié à la Terre, alors il ne participe plus de son mouvement, et donc si on lâchait
Ça, c'était un argument qui était réellement avancé par les gens. Si on lâche, si la Terre était en mouvement, mais eux, ils croyaient qu'elle était immobile, et qu'on lâche un objet du haut d'une tour, le temps de la chute, la tour se serait déplacée vers l'ouest, et puis l'objet tomberait plus du tout au pied de la tour, très loin. Donc ils estimaient que comme on observe que l'objet tombe au pied de la tour, ça tout le monde le sait, c'est la preuve que la Terre ne bouge pas. Parce qu'encore une fois, si la Terre bougeait dans l'intervalle de la chute, l'objet ne tomberait pas au pied. Et Galilée dit, mais non, ça ne prouve rien. Le fait que l'objet tombe au pied de la tour ne prouve rien, et en particulier ne prouve pas que la Terre et donc la tour ne soient pas en mouvement. Il dit parce que de la même manière, si vous êtes sur un bateau qui avance, vous lancez un objet du haut du mât du bateau, c'est évident, il dit, c'est évident que l'objet va tomber au pied du mât. Bien que pendant la chute, évidemment, il ne soit pas physiquement relié au bateau. Et pourtant, le bateau est en mouvement. Donc, de la même manière, le fait que l'objet tombe au pied de la tour, ça ne prouve pas que la tour ne soit pas, qu'elle soit immobile. Donc, il fait vraiment les deux. Il joue voilà, c'est l'analogie entre les deux. Mais en fait, je voulais en venir à ceci. J'étais un peu. Je me suis dit, dans votre explication, j'ai été surpris de ne pas entendre d'allusion, disons, à un élément qui marque aussi la construction des faits expérimentaux, qui est, je dirais, la mesure de type quantitative, par opposition à des observations plus qualitatives qui avaient été faites précédemment. Et alors, par rapport à ça, alors je suis assez d'accord que probablement, à un moment donné dans sa vie, Galilée devait être profondément convaincu de la véracité du système copernicien, et c'est un polémiste, quoi, hein, il veut vraiment le démontrer, mais par exemple, en passant, il aboutit le mouvement uniformément accéléré avec l'espace parcouru proportionnel au carré du temps, il en parle. Ça, j'ai quand même du mal à croire qu'il l'avait en tête avant de l'avoir vu. Non. Bah oui, c'est complètement a priori comme raisonnement. Le raisonnement est a priori sur l'idée qu'il tombe à la même vitesse. Ça, c'est explicite dans son discours. Mais le 1,5 GT carré, je pense qu'il l'a vu, qu'il l'a mesuré, quoi. Je crois pas. Non? Enfin, il a mesuré après. Toujours. Oui, mais... Conformément à ce que dit Kant dans la préface. Parce que, dans un premier temps, il avait imaginé que... Il n'y a même pas de calcul intégral différent. Si. C'est Newton. Ah non. Il y a un formel. Ah si, non, la Galilée n'existe pas à l'époque de Galilée. Bon, c'est un autre problème. Depuis Archimède, il y a des calculs infinitésimaux. Mais oui, mais pas sous forme de dérivés. Ah non. Mais on n'a pas besoin de dérivés pour ça. Mais bon, ça c'est un autre problème. Ah bon, ok. Mais moi j'ai quand même du mal à... Oui, parce qu'au départ, il pensait que la vitesse était proportionnelle à l'espace. Oui. Et après, et pas au temps. Donc le raisonnement, il se fait déjà à partir de la vitesse, c'est ça l'élément, hein, la vitesse à quoi est proportionnelle la vitesse. Oui. Et donc il pense au départ, parce que c'est beaucoup plus concret, que la vitesse est proportionnelle à l'espace. Alors après, bon, il faut reprendre les textes, il y a tout un raisonnement, et il doit corriger sa propre erreur, parce que le temps est quelque chose, surtout au XVIIe siècle, oui, et puis beaucoup plus insaisissable, et donc c'est vraiment un obstacle à franchir. Depuis, c'est de pouvoir imaginer que la vitesse soit proportionnelle au temps. Mais ça, c'est vraiment du raisonnement. Puis si on fait tomber un objet, de toute façon, on ne se rend compte de rien du tout. Non, mais il a fait sur des imprimés. Oui, mais ça c'était. Alors, avec une mesure des temps qui était quand même très aléatoire, quand même. Hein. Non, écoutez, enfin, je ne vais pas m'avancer, mais je pense bien que c'est vraiment un travail de conception et du calcul infinitésimal. Il y en a, hein. Il y a les indivisibles de Cavalieri. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on s'imagine, certains, même encore au XVIIIe siècle, s'imaginent que la progression de la vitesse n'est pas continue. Et qu'en réalité, il y a des impulsions successives. Alors, dans des temps infiniment petits, hein, mais que la vitesse, elle passe en quelque sorte comme voilà, si c'était un
filme un peu au ralenti. Donc la vitesse, il y a une accélération, il y a la force, c'est appelé la force morte, qui va donner une petite impulsion, puis dans l'instant suivant, donc pendant un temps donné, la vitesse est constante. Et l'instant suivant, elle augmente. Et l'instant suivant, elle augmente. Encore au XVIIIe siècle, il y a des gens qui imaginaient comme ça hein, la chose. Et normalement, ça c'est vraiment la traduction pratiquement physique du raisonnement mathématique sur l'infinitésimal. Oui. Ah bah oui, delta t quoi. Hein. Donc vous imaginez que vraiment au sens propre que pendant delta t, la vitesse était constante. Mais il imaginait que c'était physique, ça se passait réellement comme ça, au XVIIIe siècle. Donc, on voit bien que, oui, il y a une... Enfin, là, le raisonnement physique est absolument indissociable du raisonnement sur les infiniment petits. Mais on peut faire plein de choses avec les infiniment petits sans les dériver. Sans passer à la limite, non? Si. Ah si, je vous assure. Mais ça, il suffit d'écrire dy sur dx. Hein, dx, le calcul différentiel est bien antérieur au calcul des dérivés. Des siècles avant. Oui, non, mais ce que je dis, c'est le passage à la limite au continu, quoi, effectivement. Oui, ben, on peut faire aussi de la physique sans passage à la limite. Parce que là on a des accréments, en quelque sorte, successifs, qui, à chaque fois, apportent un petit plus de vitesse. Et là, on imaginait que la vitesse, voilà, ça progressait, mais de manière discontinue. Mais conformément à la loi de Galilée, ça, c'est sûr, ça n'a rien à voir. J'excuse. Je vous ai pris les paroles que je... Antérieur à la dérivée. Ah oui. La différence finie, certainement, oui. Si. Mais bon, ce sera une autre conférence. Hein. Oui. Je voudrais un peu revenir peut-être sur ce que vous aviez appelé l'expérience de pensée à propos de Galilée et du électrique, si on lâchait un boulet du mouvement de l'Atlantique, il tombe au pied. Et donc, ça paraît une expérience de pensée, je peux le dire pour l'avoir fait avec des élèves, qu'en fait, quand on réalise ça en classe, eh bien, pour certains, c'est la découverte. On peut imaginer que c'est une expérience de pensée, mais pour eux, c'est vraiment, là, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils voient. Donc, c'est plus qu'une expérience de pensée, je pense que c'est une expérience qu'il faut faire avec des élèves qui puissent... Oui, mais enfin, Galilée en parle comme... Je veux dire, une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on n'a même pas besoin de faire parce que le résultat est évident. Pour certains élèves... Oui, mais ça, je veux bien le croire. Mais de toute façon, il y a une expérience à faire avec les élèves, c'est tout simplement Enfin, on marche et puis on leur demande de laisser tomber un objet dans une corbeille tout en marchant. C'est pas si évident que ça, il faut comprendre justement le principe d'inertie. On a tendance à lâcher l'objet quand on est à la verticale de la corbeille, et donc on tombe à côté. Mais le principe d'inertie, c'est alors typiquement, hein, c'est quelque chose. Alors ça, c'est vraiment purement théorique, le principe d'inertie. Et c'est la base, enfin, de tout. Dans le calcul de la trajectoire, on tient compte de la probabilité de la Terre. Hein. Oui, ça c'est encore plus loin. Donc la question c'est dans quelle mesure le magnétisme terrestre peut intervenir. Si c'est un objet en bois, non. Par contre, si c'est un objet métallique conducteur, alors on peut imaginer que ça doit être incroyablement faible, avec les courants de Foucault qui eux-mêmes interagiraient avec le champ magnétique en question, mais je pense que pour mesurer ces effets-là, il faut se lever tôt. Alors, si plus personne, il me reste à dire encore merci mille. Merci à vous, merci à vous.